En tout cas, on ouvre ce 21-23 avec d'abord évidemment l'actualité du jour, le retour du service militaire en France. Emmanuel Macron a utilisé ses propres mots, hein, le maniement des armes, les marches au pas et les chants militaires. Un service militaire qui sera volontaire, qui sera payé. C'est un vrai petit bouleversement sociétal pour notre pays, près de 3 décennies après son abandon sous Jacques Chirac. On va en parler avec nos invités sur ce plateau. Jean-Claude Allard, bonsoir. Bonsoir. Chercheur associé à l'IRIS, ancien général de l'armée. À vos côtés, Julien Aubert, bonsoir, vice-président des LR, les Républicains. Mathieu Slama, essayiste, bonsoir. Bonsoir. Et puis Hélène Hugues, bonsoir, grand reporter Bonsoir. pour l'émission Nous les Européens, notre émission du jeudi soir présentée par Hélène Orguet. Vous revenez, Hélène, tout juste du Danemark, où il y a plein d'enseignements à tirer. Vous allez nous raconter ce qui s'y passe là-bas. Alors, pour ouvrir cette émission, vous savez que sur le terrain, on aime bien regarder un petit peu parfois dans le rétro avec nos collègues de l'INA. Je vais vous montrer ces images. Je vais vous faire repartir en 1964. Le service militaire. Vous voyez un jeune homme qui va s'entraîner, notamment en train de faire on va voir les images quand il fait notamment le parcours du combattant, le fameux parcours du combattant des exercices. Et vous allez sans doute le reconnaître. Voilà. On les a reconnus, Peut-être oui. une corvée aussi. Voilà, corvée de balai. Est-ce que vous reconnaissez cet appelé? Bien sûr. Jean-Claude. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est Johnny Hallyday. C'est Johnny Hallyday, Oui, absolument. pardon, Jean-Philippe. Je n'osais pas dire Ah, ben son non, nom non, parce mais, que tout le monde l'a reconnu, naturellement. Jean-Philippe Smet, voilà, qui Jean-Philippe, faisait son service militaire en 1964. On va l'écouter parce qu'il était interviewé justement pendant son service militaire. Hein, et vous allez voir, c'est intéressant sur l'état d'esprit de l'époque. Encore une fois, on est en 1964. On pense déjà à la libération, mais enfin pas encore. À ce moment-là, est-ce que Johnny Hallyday aura perdu du temps, à son avis, ou est-ce qu'au contraire, ça lui permettra de faire une espèce de retraite du service militaire? Non, je ne pense pas, toi, parce que pour moi, tous les garçons de 20 ans doivent faire leur service militaire. Enfin, en tout cas, c'est une bonne expérience. Tu vois, moi, je te jure, j'ai appris des choses à l'armée que si je n'y avais pas été, jamais je ne les aurais apprises. Bon, 1964, on est avant mai 1968, il est déjà connu, Johnny Hallyday, c'est un rocker, un rebelle, mais il est extrêmement patriote sur le service militaire. Qu'est-ce que ça dit de cette époque-là? Et aujourd'hui, voilà, près de 70 ans plus tard, 60 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? Ce qui est intéressant, c'est cette proposition, c'est le débat qu'elle génère dans la nation, avec les différentes opinions qui se confrontent. Mais en tout état de cause, ça met sur le tapis la question de la défense. La question du service militaire, c'est la loi Jourdan de 1797. C'est tout citoyen français est un soldat qui doit se consacrer à la défense de sa patrie. Donc Johnny Hallyday nous le dit en 64, mais à partir de 97, on commence à l'oublier. Et c'est vrai que il y a eu, à partir de 68 jusqu'à 75, de grosses difficultés parce qu'il y avait de la contestation, etc., les comités de soldats. Et, on va en parler au cours de l'émission, voilà, on a aussi des archives là-dessus. Et finalement, on est passé à une armée professionnelle avec le double avantage, c'est-à-dire de ne plus avoir ces soldats à réentraîner tous les 10 mois et ne pas savoir si au bout de 10 mois d'entraînement, ils étaient vraiment aptes à faire leur métier. Donc on a de vrais professionnels maintenant. Mais l'inconvénient, et c'était la grande question au sein de l'État, mais au sein de l'armée aussi, où on était très inquiet de voir la distanciation du lien armée-nation. Le lien armée-nation, c'est-à-dire l'acceptation par la nation de son armée. Bon, aujourd'hui, le dernier sondage de la Civipof ou Ipsos place les armées à 79% de taux de satisfaction. Je ne dis pas le taux des politiques, par respect.
Les syndicats sont à 26%, donc nous continuons, moi en tant que militaire et soutenant les militaires, nous continuons notre chemin dans la rigueur, dans la dignité, dans l'engagement. Et puis voilà, le débat se déroule et il faut qu'il se déroule puisque nous sommes en démocratie. Juste, Mathieu Slama et puis Julien Aubert, sur ce qu'on vient de voir, là, cet état d'esprit en 1964, je vous ai vu regarder en souriant forcément cette image. Qu'est-ce que ça évoque est-ce que c'est... Moi, ça m'évoque une chose, c'est que c'est 1964, que c'est même avant 1968. C'est à une époque où encore la société était extrêmement rigide, où les droits des femmes étaient encore très peu évolués, que la société était encore très très patriarcale. Je dis pas. C'est ce que je disais. Même un rocker rebelle, Johnny Hallyday, il file droit. C'était une société qui était encore extrêmement fondée sur les principes d'autorité, la jeunesse qui devait être mise au pas, etc. C'était encore des idées qui étaient très importantes à l'époque, mais il y avait déjà à l'époque aussi une jeunesse qui s'opposait au service militaire, une jeunesse notamment étudiantine qui disait on ne veut pas de ce monde-là, nous on veut de la liberté, on veut de l'émancipation, etc. Donc en fait c'était une époque où il y avait déjà une sorte de, je dirais une contre-culture, en tout cas déjà une contestation de cet ordre très conservateur finalement, qui maintenait la société dans une situation qui, après 68, a complètement explosé. Donc moi je retiens quand même une chose de cette archive qui est tout à fait passionnant, c'est que c'était une autre époque, c'était un autre monde, c'était d'autres valeurs. Alors c'était aussi la guerre froide, on était en pleine guerre froide. Et c'était aussi en pleine guerre froide, donc dans un contexte qui était celui que l'on connaît. Mais tout ça pour dire que voilà, on était dans une époque qui n'est plus du tout la nôtre. La jeunesse aujourd'hui, elle aspire à autre chose. La société est heureusement beaucoup plus libre, moins autoritaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas on va en reparler sans doute après, mais un retour des idées autoritaires et réactionnaires dans la société. Mais enfin, voilà, c'était une autre époque et je crois qu'il y a cette nostalgie qu'on a du service militaire et cette idée d'un retour du service militaire, ça nous dit quelque chose aussi d'une sorte de nostalgie d'une époque révolue et avec une idée, au fond, c'était mieux avant, la jeunesse n'est plus autant disciplinée qu'avant, etc. Donc au fond, il y a quand même quelque chose d'un peu réactionnaire derrière ce débat-là. Julien Aubert. Oh, vous avez raison de donner la parole aux réactionnaires. D'abord, on est en 1964, on est quelques mois après la crise de Cuba, où le globe est passé à deux doigts d'une confrontation nucléaire, et on entend un jeune garçon qui a dû naître aux alentours de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte où on peut encore penser à l'époque qu'il n'est pas certain que la Troisième Guerre mondiale ne se jouera pas dans les mois qui viennent. Et on oublie qu'il y a eu 20 ans entre la fin de la première et la fin de la deuxième. Donc déjà, on est dans un continuum de relations à la guerre qui n'est effectivement pas celui d'aujourd'hui. Après, savoir si la jeunesse en 1964 était moins heureuse que la jeunesse en 2025, malgré le cadenassage, etc., la société patriarcale, c'est une autre question. Et je pense qu'il y a un besoin de sens, de retour à un certain nombre de valeurs, de retour à une forme d'encadrement qui donne une orientation, et que la déconstruction systématique des institutions ou de ce monde, qui était effectivement corseté, patriarcal, on comprend les jeunes de 68, mais on est allé au bout de ce processus. Effectivement, je ne suis pas certain qu'au bout du processus, la jeunesse ait trouvé le bonheur, et qu'aujourd'hui, ces jeunes ne demandent pas, effectivement, pas un retour en 1964, on ne reviendra pas en 1964, mais un retour peut-être sur quelque chose de plus équilibré dans la manière dont on construit une société. Hélène Hugues, là on parle des jeunes Français, on va voir dans quelques instants en détail, on va rappeler quel est le projet d'Emmanuel Macron, mais je disais, on va voir des extraits de votre reportage. Vous revenez tout juste du Danemark, donc on le précise, vous allez nous l'expliquer, on va le voir en image, mais le Danemark a rétabli le service militaire obligatoire pour les femmes aussi. En termes de consensus, est-ce que là-bas au Danemark, ou peut-être ailleurs, je sais que pour nous les Européens, l'émission a travaillé aussi sur notamment toute l'Europe du Nord, est-ce qu'il y a un consensus là-dessus ? Alors oui, il y a eu un consensus politique pour voter le budget de la défense au printemps, l'augmenter de 6 milliards, je crois, d'euros cette année. Et il y a eu un consensus politique également pour allonger le service militaire.
toutes les forces, je crois, sauf peut-être l'extrême droite, mais là c'était pour d'autres raisons politiques, etc. Mais quasiment toutes les forces politiques ont voté pour. Donc c'est là-bas et on le ressent dans la société également. Oui, parce que je vais vous dire, Il y a un les consensus jeunes dans la Danois, société. c'est des jeunes Danois de 2025 et qui ont peut-être pas non plus envie de revenir au temps de la guerre froide, mais malgré tout, les jeunes Danois aujourd'hui sont... Il y a peut-être une conscience un peu plus forte au Danemark qu'on l'a en France des risques de la guerre, que Avec la la guerre en Russie, Ukraine potentielle. fait courir. Qui, chaque fois qu'on se déplace un petit peu plus vers l'Est, on le ressent. J'avais fait un reportage en Estonie. Alors là, c'est énorme. Il y a même des volontaires civils qui viennent s'entraîner le week-end pour manier les armes. Et ils sont... alors là, ça remonte un petit peu ce reportage, mais c'était quelques... Pour un petit pays comme ça, c'était 30 000 volontaires civils. On voit des extraits, on voit des civiles. extraits de votre reportage, là, Hélène, en Estonie, Alors, ça, justement. non, ça c'est le Danemark. Ah non, c'est le Danemark. Oui, il y a un Oui, petit, ça, c'est le il y a Danemark. un drapeau. Tout à fait. Et donc, plus on se déplace en fait vers l'est, et plus il y a cette sensation de menace de guerre présente, plus le consensus est réel, quoi. Alors, on va voir déjà, on va rentrer dans le dur, j'allais dire dans le détail. On va regarder ce reportage de Julien Cholin qui détaille justement l'annonce présidentielle et puis on en débat juste après. Le nouveau service national s'adresse essentiellement aux jeunes majeurs, 18 ou 19 ans, qui devront s'engager pour 10 mois et pour une solde de 800 € mensuels minimum, nourris, logés. Le dispositif remplacera le service national universel, lancé par Emmanuel Macron en 2017. Mais cette fois, il s'agira bien d'un service militaire. De quoi rappeler quelques souvenirs à ces anciens conscrits rencontrés à Amiens. J'ai donné 19 mois de ma jeunesse pour mon pays. Ça permet de voir l'intérêt général, de ne pas voir que son problème. C'est vrai pour tout le monde, pas seulement sur la base du volontariat. Le président table sur 3000 jeunes engagés dès l'année prochaine pour effectuer des missions en France, comme les rondes de l'opération Sentinelle par exemple. En revanche, pas d'opération extérieure à l'étranger. Julien Aubert, vous réagissiez en voyant le reportage en disant là il sera mixte, donc c'est un vrai changement. Oui, parce que c'était entre guillemets une prérogative, mais je ne suis pas certain d'ailleurs que les garçons de l'époque le voyaient comme une prérogative. C'était aussi un fardeau pour ceux qui voulaient y échapper, mais c'était quelque chose qui ne touchait que la moitié de la population. Le fait d'être en situation de mixité, c'est quelque chose d'assez différent, je dirais, du service militaire à l'ancienne. Et après, il y a un deuxième sujet qui est l'objectif qui est recherché. Parce que, alors, il y a l'objectif militaire, sauf qu'on comprend bien que ce n'est pas parce qu'on va former 3 000 ou 10 000 soldats de plus que ça change dramatiquement la situation militaire de la France. Je ne suis pas certain qu'on risque une invasion de la Russie à brève échéance, donc ce n'est pas forcément ça, mais peut-être que le débat va permettre de le montrer. Puis la deuxième question, c'est est-ce que c'est finalement faire un creuset, de permettre à des gens d'horizons géographiques différents de se rencontrer, qui était l'un des rôles du service militaire à l'ancienne, sauf qu'on voit bien que la nature assez limitée va de facto réduire. Ce sont les volontaires. Qui sont ces volontaires ? Est-ce qu'ils vont venir parce qu'ils sont plus patriotes ? Est-ce qu'ils sont volontaires parce qu'ils se disent « Tiens, j'ai envie d'aller dans l'armée » ? Est-ce qu'ils vont venir parce que c'est payé où on est logé ? Est-ce qu'ils vont venir parce qu'ils ont une peur de guerre civile, ils veulent apprendre le maniement des armes ? Ou pour d'autres raisons ? Ce sont des questions qui sera intéressant de poser. Bon, il ne faut pas toujours brosser du noir. Je ne pense pas, si vous voulez, qu'on ait des apprentis terroristes qui veuillent se glisser, mais je pense que c'est une question quand même qu'on doit avoir en tête, parce que, de facto, à partir du moment où c'est volontaire, la relation change, et aussi l'impact social, évidemment, de la mesure. Justement, alors pour poursuivre la discussion, on va donner la parole, justement, vous parliez de qu'en pensent les jeunes concernés. On a l'exemple de 3 jeunes concernés qui parlent, voilà, que pensent-ils de ce retour du service militaire, et ça nous permettra d'en discuter après. Donc, parole de jeunes Français, garçons et filles, concernés. On aimerait bien le faire parce que les côtés sportifs, ça me parle énormément. J'avoue que moi, non. Pourquoi ? Parce que j'ai d'autres projets dans la vie. S'il y en avait un obligatoire, j'irais sans trop rechigner, parce que si tout le monde y va, voilà, il faut quand même se soutenir et faire une unité. Mais sinon, volontaire, je sais pas si j'irais.
On en a déjà parlé, on en parle depuis le début de la semaine, Mathieu Slama. On a souvent vu, alors même les jeunes, alors il y a une majorité très claire des Français, tous les sondages le disent, qui sont pour un retour du service militaire, même une majorité de jeunes, mais quand on leur demande, quand on leur pose la question, généralement vous êtes pour le retour du service militaire, ils disent oui. Quand on leur demande vraiment, vous iriez, là, les réactions sont plus mitigées. Oui, je pense que dans le pays, il y a clairement, les sondages le montrent, il y a une majorité de gens qui veulent le retour du service militaire. Mais moi, ça ne m'étonne pas vraiment, parce que, je le redis, il y a dans la société aujourd'hui un retour d'idées assez réactionnaires sur ces sujets-là, et qui sont aussi alimentés par certains discours. Donc, il y a cette idée, au fond, que le service militaire pourrait être une solution à une société qui irait à volo, qui serait où la jeunesse ne serait plus encadrée, etc. Et c'est là où moi je dis attention, il faut bien comprendre de quoi on parle, parce que il y a beaucoup de discussions sur la Russie et sur la menace russe. Moi, je suis de ceux qui considèrent que la menace russe est extrêmement élevée. Et que la Russie menace l'Europe de manière existentielle. Donc je ne suis pas de ceux, vous voyez, qui disent qu'il n'y a pas de menace russe et que donc tout ça c'est de la propagande ou quoi que ce soit. Pas du tout. En revanche, moi je dis qu'on a une armée de métier par rapport à ça. On a une armée professionnelle qui est une des meilleures armées au monde, qui est remarquable et qui, à mon sens, saura faire face. Le vrai sujet, c'est ce qu'il y a derrière ce service militaire. Et c'est une vieille idée, en fait. Emmanuel Macron, en 2017, avait dans son programme l'idée de service national universel. Donc, oui, mais alors justement, je vous coupe juste, mais c'est pour que vous poursuiviez la discussion. J'ai été surpris en préparant l'émission de voir que Jean-Luc Mélenchon, dès 2017, peut-être avant, il a toujours été un fervent défenseur du service militaire obligatoire. Vous avez totalement raison de le dire. Il y avait un côté transpartisan de ce sujet à ce moment-là, où, y compris une partie de la gauche, Emmanuel Macron, qui à l'époque était sur une position qui était moins à droite qu'aujourd'hui, il y avait cette proposition-là qui était sur la table, ce qui montre bien que ce n'est pas le seul sujet de la droite. Mais au fond, on voit bien que ce n'est pas lié à la Russie, ce sujet-là. Et c'est là où moi je dis qu'il y a cette idée que, au fond, la jeunesse n'est plus encadrée et qu'il faudrait remettre de l'autorité. Et rappelez-vous du discours d'Emmanuel Macron après les émeutes, notamment en banlieue, où il avait fait un grand discours sur le manque d'autorité dans le pays. Où il disait qu'il faut de la fermeté, de l'autorité, il n'y a pas assez d'encadrement pour les jeunes. À un moment, il a parlé de décivilisation, qui est un mot qui avait beaucoup choqué, notamment à gauche, en parlant de la société. Et Gabriel Attal, qui à l'époque était Premier ministre, lui disait tu casses, tu répares, il faut un choc d'autorité, etc. Bon, donc on voit bien que derrière cette idée de service militaire, il y a quand même, je le redis, une idée un peu réactionnaire, voire autoritaire, qui se dit il faut mettre au pas les jeunes. Et il faut remettre de l'autorité là-dedans. Qu'il y a finalement l'après 68 a fait des dégâts, que la jeunesse est un peu trop libre, etc. Et là, je trouve qu'il y a un danger dans ce discours-là, parce que la jeunesse, elle a d'abord besoin d'avoir un avenir, elle a besoin d'espoir. Aujourd'hui, le taux de pauvreté chez les jeunes, il atteint des niveaux très importants. Un étudiant sur 3 ne mange pas, saute des repas. Hein, c'est des chiffres qui ont été confirmés. Il n'y a jamais eu autant de queues devant l'aide alimentaire des jeunes, etc. Les priorités de la jeunesse, c'est pas, la discipline et la mise au pas. Mais justement, des sujets qui sont liés à leur avenir et à leur émancipation également. Donc, mais parce que ce point-là est important, et on va revenir sur que feront-ils, enfin vraiment l'organisation, j'allais dire, pratique de ce service militaire, de quelle manière l'armée en a besoin. Mais pour finir là-dessus, est-ce que ça veut dire que c'est une légende, une idée reçue que le service militaire à l'ancienne, celui dont on parle là, quand on voit Johnny Hallyday qui le fait, c'était mixer des gens, des garçons venus d'horizons très différents, d'horizons sociaux, de diplômes très différents, et que, parce que c'est l'image qu'on en a, que c'était un creuset de la nation. Oui, vous qui l'avez vécu, ou qui l'avez peut-être encadré, c'était vrai ou c'était pas vrai? Je crois que sur ce débat, il faudrait revenir aussi à la réalité. Parce que, effectivement, il y a dans le discours de Macron, je l'ai vu avec le SNU, la volonté de dire on va remettre la jeunesse dans l'ordre. Bon, c'est pas à 20 ans, entre 18 et 20 ans, qu'on réapprend un jeune à se tenir et à être discipliné. Donc, c'était... Parce on a beaucoup dit, le service militaire, il avait ce rôle-là. Pour vous l'avez vu de presse, et non, c'était pas le cas. Revenir à la réalité, c'est dire ce qu'était le service militaire et l'armée, c'est la défense de la nation.
Donc, il a progressivement, dans l'imaginaire, au départ, c'était la loi Jourdan dont je vous ai parlé, c'était on va défendre notre patrie. Et puis après, c'est devenu, on donne un peu de discipline, on apprend un métier, on apprend à conduire et tout. Moi, depuis 3 jours, je rencontre des gens qui me disent ça, c'est bien de revenir. La deuxième chose du retour à la réalité, c'est qu'une classe d'âge mixte, c'est 400 000 jeunes. Là, il y en aura dans 10 ans, 10 000. Bon, je veux dire que c'est pas ça qui va être le retour. Et à terme, 50 000. Hein, c'est le but à terme, 50 000. 50 000 à terme sur 400 000. Bon, c'est pas ça qui fait le retour de la réaction et des forces réactionnaires en France. Donc, c'est un débat qu'il faut bien recentrer. Il y a effectivement dans la nation, chez les parents aussi, un besoin d'avoir une aide pour élever leurs enfants, les mettre sur de bons rails, etc. Je ne crois pas trop à cette notion de service militaire, d'autant plus que tel qu'est sous cette forme, parce que, c'est trop tard. Donc, je pense qu'il faut des effectifs aux armées, donc ça sera un point positif, c'est volontaire. Mais l'éducation est à faire. C'est trop tard pour le creuset de la nation, les valeurs 18 communes. ans, et on leur fait faire le service militaire en 20 ans en leur expliquant, vous allez voir, on va vous expliquer ce que c'est, la rigueur, la discipline et tout. Bon, je pense pas que ce soit une pas bonne votre voie. avis, Julien Aubert. Je suis entre les deux positions. C'est-à-dire que, d'abord, l'argument comme quoi le service militaire ce serait réactionnaire, entre guillemets, ou serait porteur en soi de valeurs réactionnaires, j'ai du mal à acheter cet argument. Parce que il est indissoluble de l'histoire de la République, parce que il est porteur d'un projet militaire, il fait partie de notre histoire, et donc parce qu'il y aurait le mot armée, entre guillemets, on sortirait son revolver, ça me gêne un peu. Alors qu'après il y ait des projections symboliques sur l'armée, ça c'est possible. Maintenant, si l'idée effectivement c'est de rétablir l'autorité. Par définition, celui qui ne veut pas de l'autorité, il ne sera pas volontaire pour ce service militaire. À la limite, on aurait pu effectivement avoir, votre effet, si on avait dit maintenant, on va envoyer les 400 000, parce que la jeunesse qui a pillé les magasins, et oui, je pense qu'il y a un problème de décivilisation dans ce pays au moment de l'affaire Naël, ça aurait été effectivement intéressant. Alors après, il y a un spécialiste sur ma gauche qui me dit que c'est peut-être trop tard. Néanmoins, je pense quand même que pour des gens qui n'ont jamais connu d'ordre et d'encadrement, peut-être qu'une partie de se retrouver à devoir respecter des règles ça peut pas forcément faire de mal, parce que après, de toute façon, on se retrouve effectivement dans la société et on voit bien les problèmes que ça pose. Mais de toute façon, le débat que nous devons avoir aujourd'hui n'est pas celui-là, parce que ce qu'on nous propose, comme vous venez de le dire, ne va de toute façon pas avoir d'impact. Le jeune qui allait piller les magasins après Naël ne va pas, signer. Au contraire, je crois que c'est plutôt celui à qui on a inculqué les valeurs de défense de la nation, qui croit en l'armée, qui croit en l'ordre, qui va dire mais fabuleux, on m'offre la possibilité de vivre un rêve éveillé, je signe. C'est exactement ce qui se passe avec le SNU. Ce sont les jeunes qui sont éduqués. C'était le service militaire universel. Service national universel, oui. Qui était civil, et qui consistait à faire un camp de Boy Scout pendant 15 jours, et plus quelques journées et cours devant des professeurs d'histoire. Bon, c'était pas grand-chose, mais il y avait que des personnes qui n'étaient pas, en fait, le profil recherché. Donc, et là, ce sera pareil. Et je termine sur une chose aussi, c'est que, en fait, on parle de service militaire, mais encore une fois, l'armée, c'est fait pour défendre la nation. Ce sont des soldats qu'il faut. On veut confier aux armées des rôles qui ne sont pas les siens. C'est pour ça que les chefs d'état-major ont refusé d'endosser la responsabilité du service national universel. D'ailleurs, il faut revenir à ça. L'armée, pendant longtemps, a été réticente à un retour en disant nous, on est là pour encadrer. Ils étaient hostiles. Ils étaient hostiles à l'ersatz. Parce qu'il faut voir que c'était entre la colonie de vacances et le camp de rééducation matiné avec les castors juniors. Et si vous voulez, tout ça est très sympathique, ça coûte de l'argent. Mais enfin, si vous avez lu les articles, parce que quand vous mettez des jeunes plein de sève à 18 ans mélangés et que vous les envoyez, et s'il n'y a pas d'encadrement, pour le coup, parce que ce n'était pas des militaires,
Vous avez évidemment, enfin je veux dire, moi j'ai été moniteur de colonies de vacances, quand vous devez encadrer une trentaine de jeunes, si vous n'avez pas un peu de bouteille, ça part rapidement en bibrine. Et c'est ce qui s'est passé. Mathieu Slama, une réaction rapide et on ira sur le terrain en Europe. Rapidement, mais qui me semble important dans le débat. La première chose, c'est qu'en effet, c'est volontaire. Et, c'est important de le souligner. Mais encore une fois, c'est une brèche. Vous avez parlé au début de révolution. C'est un peu une révolution. Voilà. C'est un petit bouleversement. C'est un petit bouleversement, comme c'est pas rien. Le retour d'un service militaire, le service militaire, exclusivement militaire, comme l'a dit Emmanuel Macron. Et on sait très bien que ça ouvre une brèche dans le fait d'un retour potentiellement d'un service militaire obligatoire. Et si Jordan Bardella. Je crois d'ailleurs que ce serait prévu. Il y a une disposition. Alors, c'est prévu dans certaines. Emmanuel Macron a dit que dans certaines circonstances, ça pourrait devenir obligatoire. Mais surtout, n'oublions pas, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'avec l'entrée en matière d'un service militaire, même non obligatoire, sur la base du volontariat, le Rassemblement national renforcera ça et le rendra peut-être obligatoire. Donc ça, c'est une première chose. Attendez, qu'est-ce qui l'empêcherait s'il prenait le pouvoir ? Même si M. Macron ne faisait pas ça. Ce sera plus facile parce que ça sera mieux accepté dans l'opinion publique. Ouais. Et la deuxième chose qui me paraît importante par rapport à ce que vous avez dit, vous avez parlé des émeutiers et de la situation de certains jeunes. Moi, je voudrais vous dire que le problème de ces jeunes, c'est pas le manque d'autorité. Le problème de ces jeunes, c'est les inégalités, c'est la relégation sociale, c'est le fait qu'on ne s'intéresse pas à eux, c'est le fait qu'ils vivent dans des endroits où la République a délaissé, que pour trouver un job pour eux, c'est 10, 20 fois plus compliqué que pour les jeunes des beaux quartiers, pour faire des études, la même chose, etc. Et c'est pas la culture de l'excuse, c'est que croire qu'au fond, je finis mon propos, mais croire qu'au fond, avec le retour de l'autorité, voire l'autoritarisme, on met au pas ces jeunes et avec en plus derrière le drapeau, le patriotisme, etc., on va régler le problème. Déjà, je trouve que c'est une réflexion d'un autre âge, mais surtout, c'est passé complètement à côté de ce qui mine une partie de la jeunesse aujourd'hui, qui est la fracture sociale, la souffrance, les souffrances psychologiques également, et les inégalités qui sont quand même très importantes. On vous a entendu là-dessus, on va revenir sur le terrain du service militaire. Dans les territoires ruraux, vous avez la relégation sociale, les jeunes n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'accès aux services publics, c'est pas pour autant qu'ils sont allés piller lorsqu'il y a eu les émeutes de Naël. Donc on ne peut pas, si vous voulez, considérer que parce que vous êtes en situation de relégation sociale, vous devenez forcément un sauvageon qui va piller le grand magasin. On va revenir. Non, mais c'est aussi un débat sur la jeunesse. C'est plus large que la jeunesse. On va revenir vraiment sur le terrain du service militaire. On va aller un petit peu plus loin en Europe parce que tout simplement là, ce qui va arriver en France après l'annonce d'Emmanuel Macron est déjà à l'œuvre dans certains pays ou en passe de l'être. Et avant d'aller au Danemark, on fait juste un détour par Berlin où on vous retrouve Lionel Feuerstein. Vous êtes notre correspondant en Allemagne. L'Allemagne, dans quelques semaines, va justement voter pour se prononcer, là aussi, sur un retour du service militaire, Lionel. Oui, la nouvelle réforme sur la modernisation du service militaire devrait être votée dans quelques jours en Allemagne et rentrer en vigueur le 1er janvier. Alors, que prévoit ce nouveau service ? D'abord, la règle, c'est le volontariat avec une étape pour tous les jeunes Allemands de plus de 18 ans, un questionnaire de l'armée. Il faudra y indiquer sa taille, son poids, ses diplômes, son état de santé, bien évidemment, son intérêt pour la chose militaire. Tous devraient passer ensuite une journée dans un centre d'accueil pour vérifier leur état de santé et leurs aptitudes éventuelles. Ensuite, les volontaires seront convoqués pour un engagement de 6 à 23 mois. Ils recevront un salaire d'entrée brute de 2 600 €. C'est 20 à 30% de plus que ce que touchent les jeunes engagés actuellement. L'objectif pour 2035 est de passer l'armée allemande de 180 000 soldats à 260 000 plus 200 000 réservistes. Alors que se passera-t-il en cas d'absence de volontaires ? Dans ce cas, un tirage au sort pourrait avoir lieu, ce qui signifierait un service militaire obligatoire pour certains conscrits, mais le ministre de la Défense pense que le nombre de volontaires estimé sera suffisant. Pour les filles, pas d'obligation. Il faudrait changer la loi fondamentale. Pour l'instant, en cas de conflit, elle ne pourrait être envoyée obligatoirement que dans les établissements médicaux, militaires et de soins pour les civils. J'ajoute que, comme autrefois, les objecteurs de conscience, en cas d'appel, sous les drapeaux, pourraient éviter l'armée avec un service civil.
Alors justement, on va poursuivre le débat parce que Hélène, vous revenez tout juste donc, du Danemark. Il y a évidemment des similarités avec ce que nous disait Lionel en Allemagne, sauf qu'au Danemark, c'est déjà en cours. On va voir un premier extrait de votre reportage. Déjà, pourquoi vous êtes intéressés, donc nous les Européens, qui sera diffusé le 11 décembre prochain, donc c'est des images en avant-première sur France 2. Vous êtes intéressés pourquoi au service militaire en Europe du Nord principalement? En Europe du Nord parce que c'est le dernier pays qui l'a rétabli de manière volontaire. La Suède, la Norvège l'avaient déjà fait pour les femmes 2013 et 2018. Donc c'est déjà fait, mais là le Danemark a décidé de le faire de manière un petit peu accélérée. La décision a été prise au printemps. C'était pour 2027. Ils ont avancé à 2026 l'application. Donc, il y avait comme une espèce de sentiment d'urgence à mettre en œuvre ce service militaire. Alors, on va voir un premier extrait parce que c'est quand même c'est très amusant. Vous allez nous expliquer après, on va débriefer, mais on va voir comment c'est donc un service obligatoire, mais qui se fait aussi sur loterie. Donc, on va voir votre extrait et vous allez nous expliquer après. Et puis, on va sur tirage au sort et puis on va tous en débattre après. Rasmus est apte. Tout va désormais se jouer pour lui à la loterie. Le numéro, tu le tires ici dans le tonneau. Si l'armée ne trouve pas 6500 volontaires, Rasmus pourra être enrôlé. Tout dépendra du numéro qu'il va tirer au sort. 33 075. 33 075. Soulagement. Un numéro si élevé que Rasmus n'a quasiment aucun risque d'être appelé un jour. Alors Rasmus, a priori, il n'avait pas très envie de le faire. Rasmus n'avait pas envie de le faire et il le fera a priori pas. Parce que l'armée danoise, le service, enfin le nombre de conscrits au Danemark, c'est 5 000 actuellement. Ils veulent monter à 6 500. Mais donc, on est quand même sur des petits nombres, comme on mais c'est un petit pays, également. Vous disiez, c'est 6 millions d'habitants à peine. Donc en fait, c'est cohérent avec les 50 000 d'Emmanuel Macron par rapport à notre population. C'est peu. Et tout ça en 2033. Donc ils vont passer de 5 000 aujourd'hui à 6 500 en 2033. Et jusqu'ici, l'armée danoise, ils ont toujours eu suffisamment de volontaires depuis 20 ans. Il y a suffisamment de volontaires pour remplir les besoins de service militaire. Autrement dit, il y a très peu de chances avec un numéro 33 000, parce que c'est en gros c'est le 1 qui sera choisi en premier, s'ils doivent prendre des gens contre leur... Si l'armée danoise n'a pas 6 500 volontaires et qu'elle en a... Elle ira chercher le numéro 1, le numéro 2 et le... Voilà. Et eux, là, ils n'auront pas le choix. Là, ce sera obligatoire. C'est la liste d'attente en quelque sorte. Donc, c'est très intéressant. C'est le Parcoursup de l'armée danoise. On voit bien quand même que, parce que tout à l'heure, vous avez abordé le sujet de la Russie. Alors moi, je suis l'inverse de vous, c'est-à-dire que je ne suis pas convaincu, si vous voulez, de la menace russe. En tout cas, pas sous une forme de guerre comme... Néanmoins, ce qu'on constate quand même, c'est que quelque part, si des gouvernements européens voulaient éveiller lentement la conscience de sociétés civiles qui se sont endormies dans un climat de paix et qui considèrent qu'il n'y a pas de menace, quelque part réinjecter ces services dits volontaires permet de réacclimater la jeunesse, de monter lentement en gamme, d'envoyer un signal à Moscou, d'être en capacité d'agir. Et le fait quand même que l'Allemagne ou le Danemark disent attention, c'est volontaire jusqu'à un certain point, plaide quand même pour le fait que c'est pas le creuset qui est recherché ou la remise au pas de la population décivilisée, mais plutôt le fait effectivement d'avoir des forces complémentaires et de jouer un rôle dans les jeunesses. Voilà. Donc là, il y a un autre débat, à mon avis, qui serait intéressant. C'est est-ce que, d'abord, c'est la bonne réponse face à la Russie, et ensuite, est-ce que, je dirais tout ça, mais parce qu'on a un général peut-être qui nous dira, est-ce que c'est aussi finalement crédible, voilà. Non, mais ce qui est effectivement crédible, c'est ce que je disais en entrée, c'est que ça remue la société et ça permet à chacun de réfléchir sur ces sujets, de confronter des opinions, voire de s'en éloigner. Oh, il est difficile de dire « je pense que la Russie va nous envahir » et de s'opposer à une armée qui grossit en effectif quand même. Et si elle veut grossir... Une Russie qui va nous envahir ou des menaces hybrides. Voilà. Ou des menaces hybrides, parce que là aussi, il y a besoin de personnel. Par exemple, les drones. On a souvent parlé des drones. Je vous avais expliqué ici que le drone, on peut le sortir du coffre de sa voiture et le faire voler. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une présence et un maillage sur le territoire national pour surveiller, pour réagir, pour les arrêter. Donc
Donc ça veut dire qu'il faut du personnel. Et donc un service militaire de ce genre peut aussi s'orienter pour certains vers ces activités. Voilà. Alors bon, ce qui gêne un peu, c'est qu'on s'appelle service militaire, mais entre la personne qui est le jeune ou la jeune fille qui va faire son service militaire et celle qui s'est engagée, quelle différence y a-t-il ? Il y a la différence seulement que pour apaiser les parents, on dit il ne franchira pas la frontière pour aller faire la guerre. Mais bon, il servira. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Les jeunes ça, Français qui feront leur service militaire volontaire resteront dans les frontières mais ça, nationales. c'est écrit dans la Constitution. Il ne peut pas les faire partir sans l'avoir fait voter par le Parlement. Donc c'est clair, bon, ça n'engage rien. Il a même dit qu'il allait le faire remettre dans la loi. Donc au moins, ça fera 3 couches d'état de droit sur l'emploi de ces jeunes. Il a bien compris que ça pouvait faire dérailler après la polémique de l'état-major. C'est ça le problème que l'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment sensibiliser la nation et puis faire un choc et en même temps ne pas faire croire qu'on veut aller en guerre. Bon, c'est pas avec 50 000 volontaires dans 10 ans que l'on va aller faire la guerre à la Russie. Donc, mais ce qui est intéressant quand même, c'est le fait que ce soit concomitant dans tous les pays d'Europe. Oui, voilà. Donc il y a effectivement un signal fort à envoyer à la Russie. Mais parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les dividendes de la paix qui ont arasé les armées européennes. Et quand des pays ont des armées arasées, les prédateurs qui tournent autour sont enclins à se précipiter dessus. Ça s'appelle en général, pourquoi est-ce que du ce cas-là, pourquoi en général, dans ce cas-là, on n'a pas dit on va augmenter la taille des armées? Pourquoi passer, je dirais, d'après vous, par finalement le biais qui ont créé un simplement pour les raisons qu'on a évoquées, oui, essayer de sauver la population. Bien entendu, ma solution, c'est plutôt que 50 000 dans 10 ans, c'est 25 000 de plus qui signent un contrat de 5 ans, que l'on forme pendant 6 mois, qui sont des experts aguerris sur leur système. Et qui c'est ce que vous auriez préféré, Général. Oui, moi j'aurais préféré ça, mais ce qui me plaît, c'est le discours qu'il y a dans la nation, le positionnement, les contradictions des uns et des autres sur attention les Russes, et puis non, il ne faut pas s'armer. Bon, voilà, c'est... Mais ce qui est évident, moi, comment j'interprète ça? Ce que vous avez dit, c'est vrai. Il y a dans beaucoup de pays européens ce retour de cette idée de service militaire qui soit obligatoire sur la base du volontariat ou quoi que ce soit. Bon, moi, je crois qu'il ne faut pas l'interpréter comme une volonté de se renforcer militairement par rapport à la Russie, parce que dans ces cas-là, en effet, là pour le coup, je suis d'accord avec vous, dans ces cas-là, on met les moyens, encore plus de moyens, dans les armées de métiers professionnels qui sont en charge de la défense de notre pays. Non, moi, je pense que c'est d'abord de la communication. Il faut le comprendre comme ça. Il faut aussi comprendre que voilà, la menace. Moi, je pense que la menace de Vladimir Poutine est tout à fait importante et que c'est quelqu'un qui a tenu des propos par le passé menaçants vis-à-vis de l'Europe dans son ensemble, qui ne sont pas à prendre à la légère. Donc, je pense qu'il y a une dimension de communication pour montrer à Vladimir Poutine on est prêt, on acclimate notre population à la possibilité de la guerre. Donc, faites attention sur vos velléités de guerre. Maintenant, je le redis, je trouve que c'est injuste de faire peser ça sur une population et sur une jeunesse qui, encore une fois, a besoin d'autre chose, surtout quand ça s'accompagne, de discours nationalistes, martiaux, juste, etc. Les images d'Hélène qu'on vient de voir, est-ce que c'est finalement juste et démocratique? Parce qu'il y a les volontaires, s'il n'y a pas assez de volontaires, il y a le tirage au sort, finalement, c'est... moi, ma réaction, justement, je voulais conclure là-dessus, mais je trouve très fort cette image de ce jeune qui est quasiment tétanisé, quoi. Enfin, il n'est pas bien, ce gamin, par rapport à la possibilité d'être enrôlé ou de faire ce service militaire. Ils savent à peu près que ça fera plus de monde. Ils le savent, mais moi, ça me choque un peu, quoi. Moi, je trouve pas ça très démocratique, justement. Moi, j'ai ressenti aussi un peu comme une opération de communication, relativement. Et quand je vois les chiffres à chaque fois, 50 000 en France, etc., on est chaque fois sur les mêmes rapports par rapport à la population. Et en soi, moi, dans mon reportage, c'était assez net. Toutes les autorités étaient sur le danger de la Russie, la mer Baltique, Et quand vous étiez avec les jeunes, et la manière dont on vendait ce service aux jeunes, c'est votre développement personnel, l'égalité des genres, etc. Donc, il y avait ces deux aspects, et j'ai compris, enfin, il m'a semblé, j'en ai déduit en tout cas,
qu'on appâtait les jeunes, on voulait les faire adhérer à quelque chose à travers des arguments qui étaient l'égalité des genres, à travers... Il y avait dans la lettre de convocation qu'ils reçoivent, c'est votre développement personnel à tous les étages. Et quand on les jeunes arrivaient, oui, mais enfin bon... On ne tire pas les mouches avec je pense pas. Oui, mais je pense pas que c'est... Oui, aujourd'hui peut-être, mais je pense pas qu'il y a il y a une trentaine d'années, le service militaire... Dans le sens de M. Sabat. Juste une réponse, puis après on ira sur le dernier extrait de Parce que là, reportage. vous disiez la jeunesse est à la recherche d'épanouissement, etc. Bah, pour des gens qui sont en situation d'échec professionnel, c'est peut-être l'occasion d'être payé, d'être logé, d'être nourri et de découvrir un nouveau métier. Premier point. Et deuxième point, ça me fait quand même réagir par rapport à une chose, c'est que on voit bien que plus on se rapproche de la Russie, plus on met les moyens. C'est-à-dire qu'en France, on fait un service à 800 € le mois. En Allemagne, c'est 2600 €. Donc je dirais, demain, on mettrait un système où pendant 10 mois, vous recevez 2600 € de revenus. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont accepter de tenter l'expérience. Hein. Et d'ailleurs, au Danemark, c'est 1200 € plus une allocation de subsistance. Vous vous rendez compte? Voilà, pas de logement. C'est pareil. Alors Hélène, vous parliez d'égalité. On va justement voir le deuxième extrait de votre reportage parce que c'est quand même aussi la grande nouveauté au Danemark. Obligatoire pour les femmes aussi, avec le même principe, tirage au sort s'il n'y a pas assez de volontaires, mais quand même service militaire obligatoire pour les femmes. On regarde un extrait de votre reportage. Sous les tenues de camouflage, seules les nattes blondes permettent de distinguer filles et garçons. Ouvre le clapet, remets-le dedans. Comme les hommes, elles tirent à l'arme lourde. Vous êtes prête? Tu peux tirer. S'il y a une guerre, tu es prête à combattre? On a signé pour ça. C'est pour ça que nous sommes là. Vous ne pouvez pas simplement rejoindre l'armée sans vous attendre à entrer en guerre. Ces jeunes filles sont toutes volontaires pour faire leur service militaire. Mais dès 2026, plus le choix, la conscription deviendra obligatoire pour les femmes au Danemark. En fait, vous les préparez à la guerre. Oui. L'objectif principal de cette formation, c'est de préparer les gens à la guerre. Voilà, donc obligatoire pour les femmes au Danemark s'il n'y a pas assez de volontaires. Juste d'un mot, il nous reste quelques minutes, donc vous avez tous parlé, mais rapidement. C'est pas la première nation avec des femmes guerrières. On voit les Ukrainiennes qui sont sur la ligne de front. On a souvent l'exemple de l'armée israélienne. Mais vous, Hélène, en tournant ce reportage, vous les avez sentis. Est-ce que vous avez dit il y a une nouvelle génération de jeunes femmes en Europe? Vaste question. Est-ce que... Vaste question. Oui. Je sais pas. Celles qui étaient dans l'armée, c'est des volontaires encore, hein, puisque ça entrera en vigueur qu'en 2026. Donc ça, ce sont des filles qui ont choisi de faire le service pendant 4 mois et qui ont décidé de prolonger. Donc, en quelque sorte, elles ont fait leur classe et elles ont fait une formation supplémentaire de 8 mois. Donc, elles sont quand même intéressées par l'armée. Donc, je ne sais pas encore avec celles-là qu'on peut savoir si elles correspondent à la génération, parce qu'elles sont vraiment les volontaires. J'ai rencontré aussi des jeunes filles, des lycéennes, qui n'ont pas encore complètement compris ce système de tirage au sort et ça les effraie. Et là... Vous les avez sentis mitigés, ça les... Mitigés, mais avec peut-être plus que chez nous, un sentiment quand même d'appartenance ou de devoir vis-à-vis de l'OTAN. Ils parlent beaucoup de l'OTAN au Danemark plus qu'ailleurs, je pense. En tout cas, on sent là que c'est un entraînement général. Et puis, concluez tous les trois rapidement, c'est un entraînement vraiment militaire. J'allais dire, c'est pas le service militaire à l'ancienne ou à la fin du service militaire chez nous, où, grosso modo... on faisait pas grand-chose. Là, c'est des fondamentaux. Non. Le service militaire était militaire. On n'avait que les soldats du contingent pour assurer notre défense. Ils étaient formés correctement. Ils s'engageaient correctement. Il n'y a pas de... Il y a eu tout un mythe autour du service militaire en disant, le gars, il rentrait, il disait, j'ai eu mon permis de conduire. Moi, il y a des gens qui me l'ont dit encore, ah, c'était très bien, j'ai eu mon permis de conduire, etc. Mais en fait, il était dans un char, conducteur de char, tireur au canon, etc. Sinon, comment on aurait fait? Alors, on aurait eu une armée de 500 000
jeunes qui, en fait, n'étaient incapables de faire la guerre. C'est pas vrai. C'est ce qu'on faisait. C'est l'entraînement qu'on leur faisait. C'est pour ça que ce qui me manque quand même dans ce discours, mais c'est vrai qu'il faut le présenter, mais c'est que une armée, c'est fait pour faire la guerre, si on est attaqué, et que si le système des ressources humaines de l'armée, c'est la conscription parce que le politique l'a divisé, ben le conscrit, il va faire la guerre, il n'a pas un métier militaire. Le mot de la fin, Mathieu Slama et Julien Aubert, vraiment sur ce qu'on vient de voir, des femmes qui s'entraînent. Moi, je dirais juste une chose, c'est que on voit ces images, et derrière, il y a l'idée que ça donne une perspective d'engagement, d'entraide entre les jeunes. Moi, je dis, il y a d'autres manières pour que les jeunes s'engagent. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui, elle est engagée dans les luttes d'égalité, les luttes sociales, les luttes progressistes, féministes, que sais-je encore. Et qu'il y a plein de manières pour des jeunes de s'engager, d'être dans l'entraide, dans la solidarité. Et je ne crois pas que le service militaire soit une solution par rapport à ça. Et je le redis, trouvons aussi des solutions aux jeunes par rapport à leur avenir et à leur situation, parce que c'est quand même ça d'abord qu'ils attendent. Julien Aubert, le mot de la fin. Moi, je pense que le cauchemar de M. Slama vient de se dissiper. Voilà l'armée post-mai 68. Jamais on n'aurait accepté la mixité. Et le fait même que des femmes côtoient des hommes au sein d'une armée prouve que, 1, c'est pas genré, 2, il y a bien l'égalité des sexes, 3, il y a bien un épanouissement qui est recherché. Donc je dirais, c'est bien le fait que c'est pas un retour en 1964, c'est bien un nouveau modèle d'organisation militaire que jamais nos prédécesseurs n'auraient imaginé. Donc c'est l'armée post-mai 68. 20% des militaires actuels sont des femmes. 20%. Et ça suscitera peut-être de nouvelles vocations pour encore équilibrer la parité là-dessus. On en reparlera forcément. Ce sera un débat qui va nous occuper pendant les mois à venir. Merci à tous les quatre. 22h.